Anne de Brechaz, bonsoir. Nous avons cet entretien ce soir dans le cadre des entretiens que mènent les militants de la France Insoumise avec des gens de terrain comme toi, spécialistes d'une question ou d'une autre. Et je t'ai sollicité pour effectivement nous parler du projet qui est ressorti à l'occasion du projet de loi sur l'environnement qui est actuellement en cours de discussion, qui a commencé à être discuté à l'Assemblée nationale et dans lequel est venu se loger comme ça, subrepticement, comme si de rien n'était, un projet dont on parle depuis longtemps, mais tu nous raconteras tout ça, qui est le fameux projet Hercule, qui est un projet qui va, tu vas nous l'expliquer, mais qui va en fait modifier en profondeur la structuration d'EDF. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, Anne, et nous dire qui tu es et quel est ton parcours et quel est ton lien avec cette entreprise, EDF? Je suis salariée d'EDF depuis 1997 maintenant, donc ça fait un bout de temps, au centre de recherche. Je suis donc ingénieure-chercheuse sur les questions actuellement d'équilibre du parc de production. C'est-à-dire, je fais d'optimisation pour faire en sorte que à chaque instant, on ait bien la production qui soit égale à la consommation. Et puis en parallèle, voilà. Et en parallèle, je suis une des porte-paroles de la Fédération syndicale Sud Énergie. Ok. Alors, on te connaît parce que tu as aussi collaboré au livret énergie de la France Insoumise. On te connaît parce qu'on te voit de façon, sinon fréquente, en tout cas régulière, dans des documentaires à propos des énergies, de la gestion des énergies. Il me semble que tu es apparu dans ce documentaire sur les barrages hydroélectriques, je crois. Oui, voilà. J'ai beaucoup contribué, oui. En fait, on essaye de faire un peu l'équivalent justement sur donc on a fait un gros travail, notamment qui s'articulait autour d'un rapport, puis d'un documentaire pour expliquer les dangers de l'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques. Et peut-être que cette lutte s'avérera victorieuse, parce que maintenant on entend même la ministre dire que ça doit être que les barrages doivent être protégés de la concurrence. Et on essaye de faire un peu le même travail de mise en lumière des dangers sur l'ouverture des marchés de l'électricité. Et donc le projet Hercule dans lequel on parle sur le site de Sud Énergie, donc www.sudenergie.org. Il y a un volet dédié à l'hydroélectricité et toute la bagarre citoyenne qu'on a fait autour de ça. Et il y a un volet également sur l'ouverture des marchés à la concurrence, le retour d'expérience qu'on peut en faire, et sous forme. Alors on a des séries de vidéos, on a des argumentaires, et là il y a un rapport qui est en cours de finalisation qui est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait sur les barrages. Donc n'hésitez pas à aller voir. On donnera l'adresse en description dans la vidéo aux gens qui nous écoutent. Ok. Du coup, Anne, est-ce que tu peux... je te propose qu'on fasse un historique rapide. On va pas refaire toute l'histoire depuis le néolithique, mais je pense qu'on peut partir de la guerre. Je pense qu'on peut partir. Voilà. En fait, le EDF est une entreprise qui a été construite juste après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands principes qui ont présidé à sa constitution? En fait, au sortir de la guerre, il y a eu donc le Conseil national de la résistance et son programme Les Jours heureux, auquel Macron se permet de faire référence, qui ont nationalisé tout un pan de l'industrie qui était jugé comme stratégique, dont l'électricité. Et donc, un monopole a été créé, c'est l'électricité et le gaz d'ailleurs, donc EDF, GDF, c'était une entreprise publique nationalisée, c'est-à-dire qu'il y avait une gouvernance tripartite entre l'État, les représentants des usagers et les représentants des salariés, avec interdiction de remonter des bénéfices qui devaient être réinvestis. Voilà. Donc ça ce monopole public a perduré jusqu'au tout début des années 2000, jusqu'à ce qu'une directive européenne qui date de 1996 et qui a été transposée dans le droit français en 2000 oblige les gouvernements, oblige la France comme les autres pays à ouvrir les marchés de l'électricité et du gaz. D'accord.
Et donc depuis 2000, on est dans ce contexte donc qui est en fait comme ça chapeauté par le dogme européen de la concurrence libre et non faussée. On est dans un processus qui consiste en fait à faire de ce qui était un monopole dans une entreprise publique dédiée à l'intérêt général, à faire de cette affaire-là en fait une énième source de revenus pour des intérêts privés. Du coup, comment ce projet Hercule va impacter la structure d'EDF. Aujourd'hui, EDF, c'est combien d'entreprises? Parce que ça a déjà commencé la fracturation. Oui, parce qu'en fait, on est dans une situation qui est déjà vraiment très insatisfaisante. Hein. Le monopole public jusqu'au début des années 2000 fonctionnait plutôt très bien. Il y avait eu la construction de grands parcs, alors parcs hydrauliques, parcs thermiques, parcs nucléaires. Il y avait eu l'électrification de toute la France, avec une qualité de service qui était très bonne, il y avait très peu de coupures, un prix qui était un des plus bas, en tout cas le plus bas d'Europe de l'Ouest, et EDF qui était l'entreprise préférée des Français. Donc il n'y avait pas vraiment de demande d'ouverture des marchés. Donc c'est vraiment arrivé comme un dogme, effectivement, comme d'ailleurs beaucoup de services publics. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc l'Europe a imposé une mise en concurrence. Donc il y a eu d'abord elle a imposé la séparation d'EDF et GDF, qui sont devenues deux entreprises, puis leur changement de statut. Donc c'était des entreprises publiques qui sont devenues des sociétés anonymes, avec une prise de capital privé dans ces entreprises, qui est restée minoritaire pour EDF, puisqu'on est encore à 84% public, mais pour GDF, qui s'est ensuite associé à Suez, puis pour s'appeler maintenant Engie, l'État est passé à 24%, alors qu'il y a eu une promesse de Sarkozy qui avait dit qu'au grand jamais, l'État deviendrait minoritaire dans cette entreprise. Donc on a des entreprises privées. Donc si je me recale maintenant sur la partie électricité, on peut dire c'est encore une entreprise qui est majoritairement privée, sauf qu'à partir du moment où on est devenu public. Sauf qu'à partir du moment où on est devenu société anonyme, donc société de droit privé, en concurrence, on a vu, nous, en tant que salariés, tout de suite la différence. Ça nous a été dit, redit. On ne parlait pratiquement plus de services publics. Il fallait être une entreprise comme une autre et créer de la valeur. C'est-à-dire, ce qu'on entend par valeur, c'est de la valeur financière à court terme. Donc, voilà, on a vu une réorientation. Alors, en parallèle, on a créé vraiment de toutes pièces des concurrents. Donc une partie, notamment la compagnie nationale du Rhône, qui a été donnée pour l'euro symbolique, qui a été sortie d'EDF et donnée maintenant à Engie, qui détient quand même des barrages hydrauliques qui sont des ouvrages qui étaient amortis et qui sont rentables et qui sont surtout stratégiques. Et puis on a créé une activité de fournisseurs, je pense qu'il faudra qu'on revienne là-dessus, avec des acteurs qui étaient en fait essentiellement des traders, qui pouvaient d'avoir en gros un bureau, un ordinateur, et puis d'acheter et de vendre de l'électricité. Voilà. Donc pour faire ça, on a aussi l'Europe a imposé de séparer les réseaux. Donc on a déjà séparé le gestionnaire parce qu'on a considéré que les réseaux eux étaient du monopole, donc ils devaient être neutres par rapport aux autres fournisseurs et producteurs. Donc on a séparé RTE, qui était filiale à 100% d'EDF, qui maintenant est filiale à peine plus de 50%, le reste étant des investisseurs publics, la Caisse des dépôts et puis CNP. Et puis, pour la partie distribution, réseau de distribution, donc les lignes moyenne et basse tension, Enedis, qui est toujours filiale à 100% pour l'instant d'EDF. Donc ce sont des filiales d'EDF, mais elles sont vraiment très très autonomes, c'est-à-dire qu'il y a obligation de ne pas échanger d'informations ou vraiment dans des conditions très strictes, c'est très surveillé. Et puis c'est pas le même, elles ont pas du tout le même objectif. Elles sont restées plus service public que nous parce qu'elles sont toujours en monopole. Par contre, EDF est vraiment une société anonyme. Donc on a déjà commencé à exploser ça, et puis progressivement on a fait rentrer donc des concurrents. Alors à la fois sur cette partie fourniture, des fournisseurs qui juste achètent et revendent de l'électricité, je pense que c'est la première mienne. Et puis aussi sur le côté production. Alors c'est pas vraiment de la concurrence, hein, c'est plutôt de la délégation de services publics, notamment sur
sur les nouveaux moyens. Donc j'ai parlé de la CNR, mais c'est aussi sur les nouveaux moyens de production. Alors, il y a des moyens thermiques, les cycles combinés gaz, et puis surtout les énergies renouvelables, éolien et solaire. Donc comme dans toute délégation de services publics, comme on peut le voir par exemple sur les autoroutes, c'est par appel d'offres. Donc les privés construisent et derrière ils ont un prix garanti. Enfin en tout cas pour les énergies renouvelables, ils ont un prix garanti sur toute la durée de vie des installations. L'installation, d'accord. Alors du coup, Hercule, ça va intervenir comment sur la structure? Parce qu'en fait, moi, ce que j'en ai compris, c'est que on va séparer donc les activités de production pure. Alors de production, en tout cas, de l'énergie nucléaire historique. Ça va être logé dans un morceau. Il va y avoir la partie qui va consister donc, j'allais dire à la tuyauterie. C'est-à-dire en fait le transport de l'électricité depuis les points de production vers les points de consommation, et puis la partie qui va être purement la fourniture, c'est-à-dire la facturation au client final, que ce soit un client particulier ou un client professionnel. Donc on serait bien sur et avec en plus la partie production d'énergie renouvelable qui elle serait logée encore donc qui serait pas logé avec le nucléaire, qui serait logé dans une autre entité. Tu peux nous clarifier tout ça? Oui. Donc en fait le réseau il est déjà séparé. Comme on a vu, c'est déjà défini à la part, RTE et Enedis. Donc c'est la partie production qui reste, qui là se retrouve à nouveau éclatée avec donc effectivement la production nucléaire, thermique et peut-être hydraulique dans un pôle. On va revenir sur l'hydraulique, dans un pôle qui lui serait nationalisé. D'accord. En fait, ça n'intéresse pas le privé, il faut le dire vite. Et de l'autre côté, le reste des activités d'EDF, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le réseau de distribution, Enedis, donc il serait pas touché, c'est-à-dire qu'il resterait filiale, mais son capital serait plus ouvert. Et puis la fourniture, donc la commercialisation d'EDF, c'est-à-dire que les commerciaux d'EDF vont être séparés des producteurs, enfin de l'essentiel de la production d'EDF, avec entre les deux un marché. Donc ce marché existe déjà, mais aujourd'hui EDF ne passe pas par le marché quand il veut aller de la production jusqu'au client final. Mais là, ça va être un marché imposé, et donc les commerciaux d'EDF vont se retrouver logés exactement à la même enseigne que n'importe quel fournisseur concurrent, à acheter sur le marché à EDF producteur pour ensuite vendre aux clients. Donc ça, et alors juste pour terminer sur l'hydraulique, donc au départ, il y avait un doute sur où ça allait. Ça devait être, donc, excusez-moi, juste la partie nationalisée, on l'appelle le pôle bleu, donc ça serait nationalisé à 100%, et l'autre partie dans laquelle on trouve les ENR, la commercialisation et Enedis, ça s'appelle EDF Vert, et là ça serait plus largement ouvert à la capitaux privés à hauteur, on dit, de 30-35%. D'accord. Et donc la partie hydraulique, elle, était prévue au début dans le pôle bleu, mais ça serait peut-être encore une troisième entité, le tout étant rattaché à une holding financière qui ne fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ça serait le seul moyen en fait d'échapper justement à la mise en concurrence des concessions hydrauliques. Ouais. Est-ce que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, ou en tout cas, ma question peut être un petit peu malicieuse, mais est-ce que le discours qui consiste à dire, et qui est le discours que nous tenons à la France Insoumise, qui consiste à dire, on va mettre dans un pôle public ce qui ne rapporte rien et qui coûte beaucoup d'argent, en particulier toutes les infrastructures nucléaires et toutes ces choses-là, et dans un pôle privé, mais encore pas tout à fait privé, mais quand même très à la disponibilité du marché, le pôle où il y a du pognon à faire. Est-ce que c'est vraiment aussi comment dire, manichéen que ça, ou? Je pense que c'est quand même ça qui guide effectivement, qui guide le projet. Mais bon, d'un autre côté, moi, à la limite, tant mieux qu'on se retrouve quand même qu'on renationalise la partie nucléaire, hydraulique et thermique. Tant mieux. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on ouvre à la concurrence le reste? Pourquoi on nationalise pas tout? Oui. En fait, les arguments qui sont avancés, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui, quand on regarde les scénarios énergétiques à horizon 2050,
qui sont la RTE est en train de travailler dessus. Il y a deux options possibles qui sont ouvertes aujourd'hui. C'est soit des scénarios où la part du nucléaire baisserait en dessous de 50% maximum, soit des scénarios où le nucléaire disparaîtrait complètement. Le thermique, on sait que ça va disparaître, et l'hydraulique, on a assez peu de capacité de développement supplémentaire. Il y en a, mais pas énormément. Donc on sait que les énergies de demain, c'est les énergies renouvelables éoliennes et solaires qui elles vont augmenter. Donc effectivement, on est en train de donner au privé ce qui va devenir le marché de demain. L'énergie de demain. On va donner au privé aussi le réseau dont on sait que c'est un monopole, la personne ne le conteste. Et surtout, on généralise cette activité de fourniture qui est une aberration totale. C'est-à-dire que, en fait, on arrive, ce que nous dit maintenant ce que nous dit la ministre, donc qui reprend exactement la com d'EDF, elle dit, il faut absolument faire ce projet Hercule, non pas pour démanteler EDF, mais au contraire, pour trouver des financements à la fois pour maintenir le parc existant et pour développer le parc en cadre de la transition énergétique. Et puis, il faut sauver les barrages. Bon. C'est bien qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est vrai que la situation et donc ils disent actuellement, EDF n'a pas les moyens d'investir et c'est très embêtant pour la transition énergétique. Ouais. Et alors, moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est dramatique. Ouais. La situation dans laquelle on est déjà dramatique. À ce point de notre conversation, je voudrais qu'on écoute Henri Proglio, qui a été interviewé le 8 décembre 2020 sur BFM et par Edwige Chevrillon, et qui a dit ceci. J'espère qu'on va l'entendre comme il faut. Évidemment. Écoutez, pour moi, l'idéal, c'était le modèle d'entreprise intégrée telle qu'elle a été conçue et réalisée, et telle qu'elle a été construite, et telle qu'elle a réussi. C'est ça qui a donné à la France sa compétitivité économique. Aujourd'hui, toute forme de désintégration me paraît aller vers la désoptimisation. Donc je suis pas du tout favorable à une désintégration de d'EDF. Henri Proglio, c'est un gauchiste? Bah pas vraiment, non, c'est un ancien patron d'EDF. Bon, qui a quand même, c'est bien qu'il dise ça, c'est vrai, mais on aurait aimé l'entendre plus tôt parce qu'il a quand même contribué à faire d'une entreprise dédiée au service public une entreprise comme les autres, comme on dit, c'est-à-dire dédiée à la valeur de l'entreprise. Mais c'est vrai que le fait de désintégrer l'entreprise désoptimise le système électrique, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre sur le système électrique, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que bon, c'est un peu comme toutes les industries de réseau, mais en particulièrement complexe, parce qu'il faut vraiment qu'en temps réel, il y ait égalité parfaite entre la consommation et la production. Voilà. Si c'est une onde avec une fréquence, quand ça commence à se déséquilibrer, on sort des normes de fréquence et ça peut conduire à des coupures, à des coupures massives, ce qu'on appelle le blackout. L'idée, c'était de permettre au marché d'accéder à de l'énergie qui va être, dont le développement va être considérable, les énergies renouvelables, et puis cantonner donc la question de l'énergie nucléaire et donc des coûts que ça entraîne, parce qu'on on le voit avec Flamanville par exemple, ce sont des coûts qui sont considérables, qui sont absolument pas sous contrôle, puisque on est déjà à 4 ou 5 ou 10 fois le prix du budget initial, les délais explosent, c'est une technologie qui est encore pas opérationnelle, puisque on est en 2020 à décembre et on est à peine aux essais de chauffe. Donc à l'État de se colter donc cette partie extrêmement massive en investissement, parce que ce sont des coûts considérables, et donc on laisse au privé la possibilité d'aller faire joujou et de faire mumuse à gagner du pognon avec le reste du système. Avec cette chose que j'ai apprise moi en préparant notre rendez-vous, que j'étais pas du tout dans ce sujet-là, donc je l'ai découvert, qui est l'ARENE, et qui est en fait un petit peu alors j'aimerais bien qu'on descende dans l'arène, sans mauvais jeu de mots, pour que tu nous expliques de quoi il retourne, parce que je trouve que c'est intéressant dans l'optique de se dire, en fait, tout ça, c'est pour permettre au marché de s'exercer et puis d'ouvrir la concurrence, et en réalité, c'est pas du tout la concurrence, puisque l'arène, c'est permettre, si j'ai bien compris, mais tu vas nous le préciser, permettre au marché privé d'accéder à l'énergie nucléaire
au même prix qu'EDF finalement. Et donc c'est de la concurrence, mais qui n'en est pas vraiment. Enfin, ouais. tout ça. Mais, oui, mais juste, enfin, en fait, le truc, c'est que depuis le début, ils nous disent qu'ils vont mettre en concurrence le système électrique, et nous, depuis le début, on dit ce n'est pas possible de mettre en concurrence le système électrique parce que c'est un monopole naturel. Et je vais revenir là-dessus en deux minutes. Alors, sur le réseau, pour l'instant, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un monopole et qu'on va pas s'amuser à dupliquer des lignes pour ensuite faire en sorte que les meilleurs gagnent et les mettre en concurrence. Ça paraît une évidence. Pourquoi? Parce que c'est des coûts très importants de très long terme, essentiellement des coûts fixes, c'est-à-dire qu'on utilise le réseau ou qu'on n'utilise pas, ça change quasiment rien au coût. Et puis, ça a un impact écologique. Refaire des lignes, ça serait quand même aberrant. Mais en fait, la production, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ce sont des coûts à long terme, essentiellement des coûts fixes, de l'ordre de 90%. Enfin, le nucléaire, c'est essentiellement des coûts fixes, et les énergies de demain, les énergies solaires et éoliennes, c'est pratiquement que des coûts fixes. Donc, une fois que c'est construit, qu'on l'utilise ou pas, c'est pareil. Et puis, ça a un impact environnemental important, et puis en plus, on n'a pas non plus des potentiels, des gisements illimités. Donc, personne, dans aucun pays, ne s'amuse à faire trop à multiplier les centrales pour les mettre en concurrence et pour voir qui va gagner, quoi. On va pas mettre en concurrence 2 centrales nucléaires les unes par rapport aux autres, ni le nucléaire par rapport à l'hydraulique. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne peut marcher que de manière coordonnée et chacun se complète. Donc, ce ne sont que des coûts fixes à long terme. Donc, on ne peut pas mettre en concurrence non plus la production. Et finalement, ils finissent par s'en rendre compte quand on regarde qu'est-ce que fait Hercule finalement. Ils reconnaissent que le nucléaire, on peut pas le mettre en concurrence, donc on va le sortir. L'hydraulique non plus, le thermique non plus, c'est-à-dire à peu près toutes les énergies, pardon. Ne reste que les énergies renouvelables qui, elles, ne sont pas en concurrence non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont construites, en fait, elles sont garanties de vendre toute leur production à un prix fixe. Donc, il n'y a pas de la concurrence non plus. Donc, partant de là, on aurait pu se dire, bon, bah, ça y est, ils sont arrivés à la conclusion que c'est pas possible, donc on arrête là. Non, ils continuent. Donc, ils ont fait une activité complètement créée de toutes pièces, complètement fictive, qu'on appelle fourniture, qui n'existait pas du temps du monopole. Et donc, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Si vous regardez dans Wikipédia, ils disent, non, ils ne produisent pas, ils ne distribuent pas, ils ne transportent pas, ils s'occupent de rien, ils touchent pas au système, ils ne changent rien au système, ils font trader. Ils achètent, ils vendent. Et c'est tout. Ils facturent et ils se font attends, juste pour terminer, ils facturent et en plus de ça, non seulement ils facturent, mais ils sont obligés de se faire refacturer par Enedis, qui lui-même, donc le gestionnaire de réseau de distribution, qui lui-même se fait refacturer par RTE. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz complète. Et là, qu'est-ce qu'ils font sur le nucléaire? Ils disent bon bah, on va le laisser au public, mais on va quand même plutôt que de le vendre directement aux usagers au moindre coût, non, on va laisser ces intermédiaires, les fournisseurs, récupérer cette énergie pour pouvoir la vendre aux fournisseurs, aux clients. Alors évidemment les fournisseurs, et ça c'est depuis le début, donc on avait ces fournisseurs-là qui pratiquement ne produisaient pas et ne faisaient rien sur le réseau. Donc c'était difficile pour eux d'avoir des clients. Donc comment on a fait pour faire ça? Eh ben, on a contourné le marché qui en est pas un, quoi. C'est-à-dire que on a effectivement créé cette arène, c'est-à-dire qu'on a créé le droit pour ces fournisseurs. Alors, on va dire à celles et ceux qui nous écoutent, l'ARENH, donc ARENH, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Voilà, donc on leur permet d'accéder, et donc EDF produit, j'ai en tête, tu m'arrêtes, c'est un peu moins maintenant. 450 TWh, et on leur en donne 100. Le contrat c'est 100. Ouais. Le contrat c'est 100, mais ils en achètent jusqu'à 140 déjà. Donc voilà, donc ils ont attaqué. Donc ces fournisseurs alternatifs qui ne font rien à part être parasites, donc ils ont attaqué en disant nous on n'arrive pas à proposer des prix moins chers qu'EDF, donc donnez-nous accès à ce tarif au nucléaire, à l'ARENH. Et c'est quoi l'ARENH? C'est donc ça a été fixé à 42 € par mégawattheure, qui est censé représenter le coût complet de production nucléaire. Sauf que ces fournisseurs, ils ont le choix entre soit accéder à ce prix-là, soit accéder au prix de marché, à ce nucléaire au prix de marché quand le prix de marché est inférieur. D'accord. On va peut-être revenir sur le prix de marché, mais le prix de marché c'est extrêmement volatile, ça correspond pas du tout au coût de l'électricité, c'est encore quelque chose de délirant. Donc finalement, on a des fournisseurs qui peuvent arbitrer entre le coût complet et moins cher. Évidemment, c'est pas très viable pour le producteur EDF, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans ces coûts comme ça.
Donc, ils ont fait ça, premièrement. Et puis, l'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agi pour que les tarifs réglementés de vente, donc les tarifs de vente aux usagers, soient augmentés, de manière à pouvoir faire des offres moins chères. Maintenant, c'est ça. Maintenant, alors, l'objectif du tarif réglementé avant, c'était de permettre de recouvrir les coûts du système. Et maintenant, c'est écrit comme ça dans les textes, c'est un objectif de contestabilité, c'est-à-dire ça doit permettre à des fournisseurs alternatifs de proposer des offres moins chères. Ouais. Donc maintenant, c'est indexé sur un prix de marché qui n'a plus rien à voir avec les coûts d'électricité. C'est ça. La concurrence. Donc voilà, on a un système aberrant, donc l'AREN, et comme c'est aberrant et que ça permet pas à EDF de vivre, on nous dit maintenant il faut faire autre chose, faut revenir sur cette régulation et on va proposer autre chose qui sera tout aussi aberrant, c'est-à-dire que là tout le nucléaire sera vendu à un prix sur lequel il y a encore des débats, non pas aux usagers, mais aux fournisseurs qui se prendront la marche qu'ils veulent et qui iront le revendre au client. Ce qui est effectivement totalement aberrant. Alors parce que l'argument des supporters et des promoteurs de ce projet Hercule, c'est de dire oui, mais au final, c'est pour le bien des consommateurs et des clients qui vont voir leur facture baisser. Compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, explique-nous ou réexplique-nous pourquoi c'est une vue de l'esprit. C'est une hérésie ce truc-là. Franchement, je sais pas si pour les clients finaux, les prix baisseront ou monteront par rapport à maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ça montera par rapport à une situation de monopole public. Nous, moi, je pense qu'il faut pas réclamer le statu quo, parce que ça ne va déjà pas du tout. Il faut réclamer un retour au monopole public. Et là, le fait que ça soit plus cher, ça, on peut le démontrer de plein de manières. D'abord, pourquoi les prix vont monter? Parce que les coûts du système vont monter. Et donc, si les coûts montent, à la fin, il y a bien quelqu'un qui va les prendre en charge, et ça sera pas les fournisseurs, c'est pas des entreprises philanthropiques, donc ça sera le client final. Alors, pourquoi les coûts augmentent? D'abord, parce que à cause de ce qu'on appelle les coûts du capital ou les coûts de financement des installations. Donc, comme j'ai déjà dit, les coûts du système électrique, c'est essentiellement les coûts de construction des installations, les coûts fixes, des investissements de très long terme. Et donc, quand on a un investissement de très long terme, par exemple, quand on achète une maison, s'il faut qu'on emprunte pour acheter la maison, selon le taux d'emprunt, si on emprunte à 2% ou à 9%, ça donne un résultat complètement différent. Sur le nucléaire, sur l'énergie renouvelable ou solaire ou éolienne, c'est-à-dire toutes les énergies d'avenir, quand on emprunte à 2%, c'est-à-dire des taux publics qu'on pourrait avoir sans problème. Aujourd'hui, l'État peut s'endetter à moins que ça, pratiquement gratuit. Ou si on emprunte à 9%, c'est-à-dire ce que demande le marché, c'est-à-dire ce que demandent donc des acteurs privés, ça fait doubler le coût total de l'électricité. Rien que ça fait doubler le coût. Alors aujourd'hui, on n'a pas vu ce doublement parce qu'il y a encore une partie qui est publique, mais c'est de ça qu'on parle. Mais ça, c'est documenté par plein d'instituts. La Cour des comptes anglaise sur Hinkley Point, elle écrit s'il y a un taux de retour sur investissement exigé de 2%, ce que devrait faire l'État, on a du 30 € par mégawattheure. Si on a 9%, ce que demande le marché, on est à 100 € du mégawattheure. Lui, il parle carrément d'un triplement. L'Agence internationale de l'énergie dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Donc ça, c'est un facteur énorme. Et à la fin, ça veut dire qu'on, dans notre électricité, on va payer la moitié. Ça sera pour financer les investisseurs privés. Enfin, pour juste le coût du capital. Ensuite, il y a un autre coût qui est qu'on rajoute tout un écosystème financier qui ne sert à rien et qui va bien falloir payer. On paye des opérateurs de bourse, on paye là où on avait un seul opérateur qui faisait l'équilibre du système, qui faisait sa prévision de consommation, qui avait son système de facturation. Chacun va avoir le sien, donc chacun va faire sa propre prévision, va avoir sa propre ingénierie, va avoir ses propres optimiseurs, va avoir ses propres traders, va avoir ses propres services administratifs, etc. Donc ça a un coût, avoir son propre système d'information. En plus, comme c'est un système qui doit
encore une fois s'équilibrer en temps réel. Il y a des échanges permanents entre le réseau et les producteurs. Avant, c'était des échanges informels. Aujourd'hui, tout doit être contractualisé. Donc, on a des coûts de contractualisation énormes, des coûts juridiques. Les appels d'offres, c'est aussi extrêmement compliqué. Il y a du juridique derrière, etc. Donc, tous ces surcoûts, il y a bien quelqu'un qui les paye à l'arrivée. Et ce quelqu'un, encore une fois, c'est soit l'usager, soit le contribuable. Ouais. Ensuite, il y a des coûts qu'on a évoqués de désoptimisation du système. C'est-à-dire qu'on peut montrer mathématiquement que quand c'est un seul acteur qui optimise, qui fait en sorte que ce soit le meilleur moyen de production qui soit en fonctionnement au meilleur moment, il fait mieux que quand c'est plein d'acteurs qui ont chacun une partie d'information. Il faut jongler avec le nucléaire, il faut jongler avec l'éolien, le solaire, l'hydraulique. Il faut avoir une égalité parfaite à chaque instant, sachant que la consommation est très dépendante de la météo, par exemple. C'est très aléatoire, c'est difficile à prévoir. La production maintenant de plus en plus avec l'éolien et le solaire, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir tout un tas de choses. Et par ailleurs, on a effectivement des groupes de production qui ont plein de contraintes. Le nucléaire, il peut pas monter très rapidement, augmenter très rapidement ou descendre très rapidement. Il y a des durées minimum d'arrêt. Il y a selon où il en est dans son cycle de combustible, il est plus ou moins modulant. L'hydraulique, elle, est très flexible, donc ça lui donne une grande valeur, mais elle a un stock d'eau qui est en quantité finie. Enfin bon, il y a plein de contraintes comme ça, et mathématiquement, ce sont des gros programmes d'optimisation qui font ça. Quand c'est plusieurs acteurs, donc encore une fois, qui ont chacun une partie de la vision des choses, ça donne des moins bons résultats, même si chaque acteur fait le mieux de ce qu'il peut dans l'intérêt collectif. Ouais, ça complexifie considérablement le système. Voilà. Et en plus, maintenant, on passe par un marché de l'électricité qui sont des blocs horaires, alors que la demande, elle est continue. Et le gestionnaire de réseau, l'association des gestionnaires de réseau européens, qu'on appelle l'NSOE, leur nom, commence à dire, mais il le dit carrément, on voit des problèmes, des problèmes d'équilibre sur le réseau, des instabilités du réseau, qui sont liées à des modulations de fréquence aux heures fixes parce que c'est des produits horaires, qui commencent à créer des problèmes. Et ils disent c'est directement lié au marché, c'est pas adapté. Donc on va revoir la régulation pour essayer de rattraper les choses, mais à chaque fois on essaye de rattraper, finalement ça n'aboutit à rien. Donc voilà, on a des surcoûts énormes et donc forcément on a des factures qui vont augmenter. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis l'ouverture, c'est plus 60% les prix d'électricité depuis 2006. Hein. D'accord. Tout n'est pas à mettre sur le dos du marché, ça c'est sûr, puisque bon, il a fallu construire, il a fallu aider les énergies renouvelables à commencer à se développer, il a fallu faire des investissements, mais une partie, de manière indéniable, est directement liée au marché. Et par exemple, il y a eu une grosse hausse des factures en 2019. Il y en a eu une un peu moins grosse cette année, mais quand même. Donc, en 2019, c'est pratiquement 8%, et c'est écrit partout, y compris par la commission, par le régulateur. C'est unique, c'est pas lié à une augmentation des prix, c'est uniquement lié au marché. Même l'autorité de la concurrence a dit quand même ça pose problème. Quoi. À la spéculation en réalité. Voilà, la spéculation. Et en fait, et même l'autorité de la commission de régulation de l'énergie qui est censée réguler les marchés, donc ils sont plutôt très pro concurrence. Son président, Monsieur Karenko, François, son prénom Karenko, il dit maintenant la concurrence ne fera pas baisser les prix. On le sait, c'est plus ça le problème. En fait. Et la promesse qui était là au début, c'était la seule promesse, c'était de faire baisser les prix. Plus personne n'y croit, plus personne ne défend ça. Ouais. Non seulement ça va pas faire baisser, mais ça va faire énormément augmenter les prix. Et alors, en particulier pour une chose, alors moi j'aimerais que tu me confirmes ça ou que tu l'infirmes, mais je me suis laissé dire que concrètement, Hercule, c'était au bout de la ligne la fin de la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à donner la fourniture, donc le fait de se faire facturer l'électricité, et que en fait on bloque en amont le prix de marché, puisque en fait l'AREN et tous ces systèmes-là, c'est à ça que ça revient. Ça revient à bloquer, en tout cas pas le prix de marché, mais le prix d'acquisition de l'énergie pour celui qui va la revendre, fait que on va, c'est la fin de la péréquation dans le sens où, et tu vas nous expliquer ce que c'est, mais de façon peut-être un peu plus claire que je pourrais le faire. Mais aujourd'hui, tous les Français payent leur électricité au même prix, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, moi, ce que je me suis laissé dire, c'est que Hercule, c'est la fin de la péréquation. Alors, ouais.
Bon, enfin, je pense que la fin de la péréquation, enfin, à partir du moment où on laisse les prix libres et on met de la concurrence, c'est la fin de la péréquation. En fait, ce qu'on entend par péréquation tarifaire, généralement, ce qu'on entendait, en tout cas historiquement, c'était la péréquation géographique. C'est-à-dire qu'effectivement, à n'importe quel point du territoire, on payait la même chose, qu'on soit dans la campagne, en bout de ligne, ou qu'on soit en ville, où c'est beaucoup moins cher de raccorder. Et ça, effectivement, les autorités, les collectivités territoriales, qui possèdent des réseaux qui sont exploités par Enedis, s'inquiètent de ça et le disent avec Hercule. Le problème, c'est que si on met Enedis dans la partie qui est ouverte à la concurrence, qui est ouverte aux capitaux privés, le risque, c'est que derrière, il va y avoir une mise en concurrence d'Enedis avec d'autres, parce que Enedis est concessionnaire, donc exploite des réseaux qu'il n'y en a pas exactement comme dans l'hydraulique ou comme dans les réseaux de distribution d'eau. Et donc, s'il y a une mise en concurrence des réseaux localement, on va se retrouver avec les privés qui vont prendre là où c'est le plus rentable et s'il va rester les moins rentables au public. Et puis, du coup, il va y avoir des prix très différents selon les zones. Mais au-delà de ça, en fait, effectivement, enfin, pour moi, la tarification, comme tu l'as dit, c'était que chaque usager est sur un pied d'égalité s'il consomme de la même manière. Donc en fait, en gros, un usager résidentiel, il avait le choix en gros entre des tarifs bases ou les tarifs forfait Nord-Creuse s'il avait le chauffage électrique, etc. Et à partir du moment où on introduit de la concurrence, maintenant les clients se voient proposer des offres de marché, c'est-à-dire complètement libres, comme dans la téléphonie. Et là, il n'y a aucune garantie, évidemment, qu'il y ait égalité de traitement. Et on voit bien qui va gagner là-dedans. Ça va être ceux qui ont le plus grand pouvoir de négociation. Ce ne sera sûrement pas les clients précaires. Donc, aujourd'hui, les tarifs réglementés n'existent déjà plus pour les entreprises. Ouais. Pour l'instant, elles existent encore pour les particuliers. Donc, pour les particuliers, ils ont le choix de choisir entre ces tarifs réglementés et des offres de marché s'ils sont démarchés par les clients. Donc aujourd'hui, il y a encore 70% des clients en particulier qui sont aux tarifs réglementés. Mais demain, si Hercule arrive, EDF va se retrouver fournisseur comme un autre, je doute que ces tarifs réglementés restent. Donc ils vont probablement disparaître et là, chacun sera face à une multitude. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de fournisseurs avec une centaine d'offres. Personne n'y comprend rien, c'est impossible à comprendre, comme dans la téléphonie encore une fois. Et voilà, ceux qui sauront bien négocier arriveront mieux, et ceux qui sauront moins bien négocier arriveront moins bien. Et puis l'autre chose, c'est qu'encore une fois, à partir du moment où on a mis en place cette concurrence, même ceux qui voulaient rester au tarif réglementé de vente, ils ont vu ce tarif augmenter mécaniquement parce que on a changé les règles de calcul de ce tarif. Et en particulier les plus précaires, enfin c'est un peu le tarif de dernier recours, les tarifs réglementés, donc les plus précaires qui sont au tarif ont vu leur facture monter. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on entend maintenant, et c'est relayé par la presse, c'est relayé par des économistes, dire la concurrence, bon c'est vrai, ça fait pas vraiment baisser beaucoup les prix, mais quand même 5%, il y a une étude qui monte. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, l'INSEE dit plus, elle a dit plus 45% parce qu'elle s'est arrêtée avant 2019, aujourd'hui c'est plus 60%. Les moins 5%, c'est quoi? C'est un client donné qui était au tarif réglementé et qui se fait démarcher et qui essaye d'optimiser son truc, il va gagner 5%, mais pas parce que sa facture a baissé, c'est parce que les tarifs réglementés ont monté. C'est effectivement comme dans la téléphonie, c'est 12,99 € la première année. Et d'ailleurs, quand on va voir les offres, il y a un comparateur d'offres qui est donné par le ministère. Là, vous pouvez le voir, il y a tout un il y a une centaine d'offres et c'est quoi? C'est on a le choix entre les prix hors promo et les prix avec promo. Et puis si on a une énergie verte ou grise, alors là c'est aussi n'importe quoi. Et du coup, enfin, c'est un sujet parce que on a eu l'occasion d'en parler tous les deux. L'économie, le modèle économique occidental tel qu'on le vit est un modèle qui est basé sur l'énergie. Que ce soit l'énergie électrique, l'énergie pétrolière, les carbonés, les énergies fossiles ou les énergies renouvelables, mais c'est celui qui a la maîtrise de l'énergie, celui qui tient l'énergie, qui est capable de la produire moins cher dans une optique de concurrence internationale, a forcément un avantage concurrentiel.
Donc je crois que c'est pour ça que cette question de l'énergie, elle est essentielle. Et puis elle va être essentielle aussi pour aborder la transition écologique, parce qu'on peut pas. J'écoutais une émission sur une chaîne de radio de service public cet après-midi où intervenait un spécialiste de l'environnement dont le nom m'échappe sur le moment, mais je le retrouverai, qui dit qu'effectivement si on fait vraiment rien, si on laisse les choses en l'état sur le plan environnemental, ça va être une catastrophe absolue. Enfin, je veux dire 2050, on va avoir un climat saharien en France, quoi. Enfin, on est à presque ça. Donc, c'est vraiment une question centrale et à laquelle il faut s'attacher. En revanche, il y a une chose qu'il faut pas oublier dans cette question-là, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que on l'a vu à la SNCF, par exemple, la question de la fin de l'entreprise publique a induit un effet social considérable. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rentre à la SNCF avec le statut d'agent, c'est terminé. Il y a une espèce de fracturation qui s'opère à ce niveau-là également. Est-ce que c'est le cas dans le cadre de ce projet Hercule pour EDF? Comment ça se présente? Alors, un des gros arguments aussi de notre PDG relayé par le ministre, c'est de dire vous dites que ça va éclater le groupe, pas du tout, au contraire, on va maintenir un groupe intégré. Alors, quand on dit un groupe intégré avec une holding qui fera a priori rien, et on va maintenir le statut, donc nous on est sous le statut des industries électriques et gazières, le statut des IEG, le statut des salariés, rassurez-vous, sauf que en fait ça n'existe déjà plus pour tout le monde, ce statut des IEG. Par exemple, les énergies renouvelables d'EDF, il y en a très peu qui est fait par EDF. La partie énergie renouvelable qu'ils veulent mettre dans le vert, les gens ne sont déjà plus au statut des IEG, alors que c'est une filiale à 100% d'EDF. Donc, et puis il y a toute une partie, il y a eu un développement énorme de la sous-traitance dans les années 90. Aujourd'hui, il y a 80% de la maintenance du parc nucléaire qui est sous-traité et les sous-traitants ne bénéficient pas du statut des IEG. Donc, aller dire on va maintenir ce statut, il y a déjà tout ça. Et on voit bien que quand on va éclater en plein de morceaux l'entreprise, ça va pas tellement aider à faire des collectifs et à se battre pour ce statut qui était en 1946 un statut extrêmement avancé socialement. C'était vraiment un modèle social qui faisait repère, donc qui était un vrai acquis pour les salariés du secteur, mais qui était aussi un repère qui devait tirer tous les autres secteurs. Ça, une fois de plus, on perd. Mais juste, je voulais revenir sur la question sociale. Il y a la question des salariés qui est un vrai problème, mais il y a la question des usagers. Enfin, tu l'as dit, l'énergie, c'est un bien de première nécessité, c'est quelque chose qui est très sensible dans le budget des ménages, en particulier des plus pauvres. On a vu la crise des gilets jaunes. Donc, non seulement les prix vont beaucoup augmenter, mais l'accompagnement des clients précaires avec la libéralisation est bien moins bon qu'avant. Toutes les agences de proximité ont fermé. On sait que ça pèse en particulier sur les personnes les plus fragiles qui ont besoin d'un conseil. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'avec Linky, on peut leur couper l'électricité à distance. Ouais. Il n'y a même plus besoin de se déplacer. Donc on est mais par exemple, oui, dans le modernisme. Il y a ça. Il y a le fait que donc effectivement le nombre de coupures pour impayés est en train d'augmenter énormément. Le médiateur de l'énergie sonne l'alarme, dit il y a un problème, il faut que les fournisseurs accompagnent mieux leurs salariés, il faut qu'ils ne coupent pas à tout bout de champ, qu'ils cherchent des solutions avec eux. Enfin, c'est ça le problème. Alors, sans parler sans parler du fait que les clients maintenant se retrouvent vraiment agressés par les démarcheurs sans arrêt. Là aussi, c'est dénoncé non seulement par le médiateur de l'énergie, mais aussi par les associations de consommateurs qui, au passage, disent aussi que la libéralisation du secteur électrique, ils sont contre, alors qu'ils sont ils sont pas spécialement par principe contre la libéralisation. Donc on a des usagers, en particulier les plus fragiles, qui sont moins bien accompagnés, et c'est quand même un problème majeur, ça. Ils sont moins bien accompagnés, il y a du démarchage frauduleux, enfin c'est sans arrêt qu'ils sont saisis, les associations de consommateurs, Engie a été condamné, Eni est condamné sans arrêt, quand les gros sont condamnés. Mais à un point, c'est des techniques de démarchage où ils vont chez les gens, ils se présentent comme agents EDF ou Enedis, et ils leur disent on a besoin de voir votre RIB pour changer votre contrat. Ils font une photo du RIB et puis ils font changer de contrat. Enfin, c'est vraiment frauduleux, quoi. Et c'est un problème massif, c'est pas que quelques cas. Et je voulais juste rebondir quand même sur ce que tu as dit sur en disant on est dans une société de l'énergie, c'est un atout majeur pour la transition énergétique. Enfin,
pour la transition énergétique. Moi, je pense que en fait, c'est ça le problème le plus grave de ce qu'on est en train de vivre sur la privatisation du secteur électrique. Non seulement ça va avoir un énorme coût pour les usagers et pour tout le monde, non seulement c'est un bien de première nécessité, on pourra moins bien garantir l'accès à tous à l'énergie, mais surtout on est en train de rendre impossible la transition énergétique. Et on sait, enfin maintenant, tout le monde finit par savoir que le GIEC dit que la survie de l'humanité est menacée à pas si long terme que ça, l'évolution de la planète, et qu'il faut des mesures radicales tout de suite, maintenant, qu'il faut des investissements massifs. Tout le monde le sait qu'on n'y arrivera pas avec un système libéralisé. L'électricité, c'est une des pierres angulaires de la transition énergétique, parce que c'est une des énergies potentiellement décarbonées, avec les énergies renouvelables notamment. Donc, il va falloir remplacer le pétrole, il va falloir remplacer le gaz dans les autres usages. Donc, partout dans les scénarios, c'est appelé à augmenter l'électricité, la part de l'électricité. Et c'est un pilier de la transition énergétique. On a un parc, donc encore une fois, un énorme parc qui a été développé sous monopole public. Depuis la libéralisation, on n'arrive plus à faire ce qu'il faudrait. On n'arrive pas à développer les énergies renouvelables comme elles devraient être développées. Et on n'arrive pas non plus à faire les travaux d'isolation nécessaires pour la maîtrise de la consommation qui devraient être faits. C'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation. Il y a une excellente, enfin, faut écouter ce que dit Olivier Sidler de Megawatt là-dessus. Enfin, tout le monde dit ça échoue la politique d'isolation, la politique de rénovation énergétique. Il faudra un service public de la rénovation énergétique aussi, de la maîtrise de la demande. Là, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur le privé. On s'interdit de faire de l'investissement public, on s'interdit de planifier, comme pour les énergies renouvelables, et à la fin, ça fait quoi? Ça fait des trucs qui n'avancent pas, qui coûtent beaucoup plus cher, tous les gestes, non seulement il n'y a pas assez de logements qui sont isolés, loin de là, chaque année, mais en plus, le résultat, c'est que la qualité n'est pas là non plus, donc il faut recommencer, la moitié, ça a recommencé. Donc, là, franchement, on n'a plus le temps d'essayer, comme ils nous disent. Oui, vous comprenez, on a essayé le marché, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave, on va encore corriger ça. Alors, un coup, on rajoute la reine, un coup, on rajoute ça, un coup, on rajoute ça. Ah, on n'a pas bien calé les prix des énergies renouvelables, on va revoir ça. Et là, maintenant, on voudrait nous dire, ça marche, oui, c'est vrai que, là, EDF n'arrive pas, ils disent carrément, EDF n'arrive pas à investir alors qu'il y a des besoins gigantesques. Mais rassurez-vous, on va refaire une autre petite réglementation et ça va aller mieux. Non, là, c'est plus possible, là, on n'a plus de temps. Ok. En fait, Anne, est-ce que le risque avec ce projet Hercule, c'est pas de se retrouver face à quelque chose du type de ce qu'on connaît avec Alstom, où Alstom a été ouvert à la concurrence, a été vendu, a été privatisé, enfin vendu à General Electric, soi-disant pour le bien de tout le monde, soi-disant ça allait créer des emplois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit un pan stratégique de notre industrie être complètement désossé et dans avec une situation sociale dramatique. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là avec le projet Hercule? Si, je pense qu'on a, mais c'est vrai pour Alstom avec notamment qui a été racheté par GE sur des turbines qui sont essentielles. C'est vrai dans d'autres secteurs industriels. Je pense que Alcatel est en train d'être désossé. Enfin, en fait, des grands fleurons industriels ont été désossés un par un. C'est vrai sur l'électricité, mais avec un risque qui est vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire, c'est tu l'as dit, c'est un secteur ultra stratégique. À la fois, c'est nécessaire à la vie des gens, c'est nécessaire à la vie des entreprises, et on est prêt à donner ça à des grands groupes privés, comme, alors qu'ils soient français, comme Total, par exemple, pour n'en citer qu'un, ou étrangers, par exemple, notamment les entreprises chinoises sont très en recherche de mettre la main, par exemple, sur les réseaux de distribution ou sur l'hydraulique. Est-ce que vraiment on veut donner, parce qu'une fois que ça sera dans les mains du privé, ils auront évidemment les clés de notre système électrique, c'est-à-dire qu'ils auront les moyens de faire des coupures s'ils veulent, en particulier s'ils ont un réseau. Ça paraît délirant de se mettre comme ça, de mettre les citoyens à la main de grands groupes privés qui vont avoir un pouvoir supérieur aux États. Ça s'est déjà fait, et là, moi je pense qu'il faut vraiment maintenant se poser la question de ce qu'on veut. Ça va être plus cher, ça va nous faire perdre notre indépendance stratégique, ça va démanteler le service public. Pourquoi? On attend toujours au moins la justification. Parce que les justifications qu'ils nous donnent, donc le prix, on n'y croit plus.
Maintenant, sauver le nucléaire, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que du public alors qu'on sait que c'est beaucoup moins cher et plus sûr? Anne, merci beaucoup. Je crois que voilà, on a bien compris qu'il fallait absolument s'opposer à ce projet partout où c'est possible. Ouais. Peut-être juste dire, pour finir, un petit mot parce que je sais pas si tu as vu, il y a un RIP, un référendum d'initiative partagée qui a été lancé, qui a été mentionné par Valérie Rabault du PS. Je crois qu'il a été repris aussi par d'autres. J'ai entendu un sénateur PC aussi. Bon, c'est bien. Hein, du coup, ça met enfin la question de l'organisation de savoir si on veut ou non de cette organisation du secteur électrique sur la table. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis le début, c'est passé sans aucune consultation de la population. Ça se fait en sous-main, voilà, etc. Bon, mais nous, ce qui nous inquiète, nous, on pense que c'est essentiel qu'il y ait un RIP là-dessus, que ça peut marcher, mais il faut pas se tromper de question. Si la question c'est est-ce que EDF doit rester un groupe intégré ou est-ce qu'il faut Hercule ou non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas rester dans la position dans laquelle on est aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on veut continuer à privatiser ce secteur de l'électricité ou est-ce qu'on veut revenir à un secteur public? Et ça, je pense que si on pose cette question, on peut franchement avoir énormément de personnes qui suivent là-dessus et ça reposerait la question des services publics dont on sait qu'elle est fondamentale pour tout le monde et en particulier pour ceux qui ont le moins d'argent. Ok. Merci beaucoup, Anne. Merci pour toutes ces explications. Je pense que ça a été extrêmement clair et sinon exhaustif, en tout cas très, très complet. On a abordé la question sous l'angle aussi bien historique, politique. Je te remercie beaucoup de ta disponibilité pour cet entretien. Okay. Salut. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions techniques, normalement, on a tout maintenant sur le site. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Anne.